Bonsoir à tous, bienvenue dans Tout sur un plateau. Et oui, c'est moi qui fais l'émission ce soir. Émilie Tardif m'a confié les clés, elle est très sympa. Alors, nos chroniqueurs du lundi, Bintili, vous interviendrez tout à l'heure pour le divan musical. Juste à côté de vous, Vincent Chéniaud, vous nous direz ce qu'il y a de très bien sur le web. Oui, comment arrondir les fins de mois grâce à Internet. J'ai trouvé ça très intéressant, on en parle tout à l'heure, en faisant la cuisine notamment. C'est une idée très originale. Sébastien Lemont, bonsoir. Bonsoir. Avec vous, nous parlerons d'un rêve un peu fou, mais je suis sûre que vous allez y parvenir, parcourir la Manche en pirogue. Vous allez faire ça avec 5 autres personnes et vous nous en parlerez. Beaucoup de préparation aussi. Beaucoup. Et un exploit, un record. Il ne faut pas l'oublier. Et puis juste à côté de vous, Jacques Perry-Salkov. Jacques Perry-Salkov, vous êtes un fou, un taré, un dingue, un chercheur fou, amoureux des mots. C'est vraiment comme ça que je vous définis. En tout cas, c'est très personnel. Vous signez ce nouveau livre, Anagramme à la folie, avec un autre explorateur d'ailleurs, Sylvain Tesson. Sylvain Tesson qui est l'explorateur des terres, des mers inconnues et qui se trouve en ce moment, je crois, sur l'un des 4 coins du globe. Oui, il est en bateau, c'est tout ce que je sais. Il est en bateau, c'est tout ce que l'on sait. Et c'est bien, comme ça nous fait rêver. Jacques Perry-Salkov, alors, vous êtes un fou d'anagramme. J'aimerais d'abord que vous définissiez ce que signifie un anagramme. Alors, l'anagramme est une dame, il faut dire une anagramme. Oui. Et c'est un jeu qui consiste à mélanger les lettres d'un mot ou d'une expression en vue de former un autre mot ou une autre expression. Par exemple, étreinte est l'anagramme d'éternité. D'éternité. Sportif donne profit. Profit. Intéressant pour vous, Sébastien Lemont. Et voilà, il y a de très belles anagrammes comme ça. Et donc voilà, avec Sylvain, on a essayé de retourner un peu des noms, des personnages, pour voir ce que ça donnait. Alors avant de savoir justement de quelle façon les mots se livrent à vous, puisqu'ils se confient aussi d'une certaine façon, pourquoi vous vous intéressez tant aux mots? Ça vous est venu quand, ça? Parce que vous avez déjà écrit un premier bouquin. Hein? Oui, oui. L'anagramme, en fait, j'ai écrit depuis tout petit parce que ma mère avait une vieille machine à écrire qui me fascinait. Et donc, j'allais tapoter sur les touches. Et puis, je me suis intéressé à l'anagramme. Voilà, la première, je faisais des anagrammes pour mes amis en fait, plutôt que d'apporter des chocolats ou des fleurs, je leur offrais leur anagramme. C'est une très belle idée, ça. Oui, oui. Et puis un beau jour, je me suis dit, mais pourquoi pas essayer de faire l'anagramme d'Albert Einstein, qu'est-ce que ça donne? Alors Albert Einstein, qu'est-ce que ça donne? Rien n'est établi. Rien n'est établi. Voilà. Et donc, je me suis intéressé à des grands personnages ou des Alors j'ai quelques exemples justement que j'ai pris de votre livre. La Divine Comédie de Dante, ça donne Vie de damnation de Délice. Voilà. La Guerre froide, Forger le rideau, ça c'est quand même surprenant. Oui, c'est étonnant. Mais tout à fait. Paul-Marie Verlaine, Aviné par la lumière. Voilà, ça c'est très joli aussi. L'effrayante monotonie de la steppe russe, Napoléon fuyait l'enfer des mortes étapes. Voilà, ça c'est l'effrayante monotonie de la steppe russe, c'est un énoncé que m'a donné Sylvain Tesson, puisqu'il a beaucoup séjourné en Sibérie. C'était son dernier livre, justement. Oui, dans les forêts de Sibérie. Dans les forêts de Sibérie, d'ailleurs, l'anagramme donne de lentes braises froides. Et donc il me dit, regarde donc ce que ça donne, l'effroyable monotonie de la steppe russe. Donc il y a eu un échange comme ça d'univers. Vous connaissiez déjà? Qu'est-ce qui a fait que vous travaillez ensemble? C'est un peu surprenant. J'avais lu dans les forêts de Sibérie, puis c'est notre éditeur. On avait notre éditeur elle-même, et nos éditeurs plutôt nous ont rapprochés. Et puis, voilà, c'était une belle aventure. On se rend compte en tout cas qu'il y a vraiment un secret dans chaque mot. Derrière chaque symbole lettré, on se rend compte qu'il y a un mot, un pouvoir même, que le mot a un pouvoir qu'on ne soupçonne pas. Et qui peut quelquefois influer sur le destin d'un nom, par exemple, la personne qui le porte. Non, parce que vous trouvez vraiment des choses assez surprenantes. Oui, c'est ce qui est passionnant là-dedans, c'est le goût du secret. L'anagramme est lié à la révélation. C'est comme si les mots étaient des énigmes. Comme si les mots ne nous disaient pas tout et qu'en fait ils avaient une face cachée. Ou alors comme s'ils nous disaient beaucoup de choses, mais que leur réalité, leur vérité était endormie. Jusqu'au moment où on la révèle finalement. Et c'est un peu ce que vous faites. Vous savez que j'ai très envie que vous me fassiez mon anagramme. Hein. Ah oui, absolument. Mais vous le préparerez peut-être en tout cas. Sur ces anagrammes-là, quels sont vos auteurs préférés? Quelles sont vos lectures?
Beaucoup de classiques, Baudelaire pour la poésie, Céline ou Hermann Hesse, un auteur allemand que j'aime beaucoup. Il faut beaucoup lire aussi pour devenir un génie des anagrammes comme vous? Je ne sais pas, mais a priori non, mais puisqu'il s'agit de combiner les lettres. Mais c'est vrai que l'inspiration, le goût littéraire n'est pas étranger à l'exercice. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de trouver autre chose, il faut que c'est de la musique, il faut que c'est de la poésie et que et bien sûr que ça fasse écho à la phrase de départ. Vous êtes pianiste aussi, je crois. Oui, tout à fait. Pianiste, compositeur, donc il y a vraiment... la musique m'accompagne. Oui, c'est ça, donc une certaine musicalité aussi. Moi, je trouve ça assez passionnant. Je vous avoue que les anagrammes, je m'y intéressais peu. Et puis, en découvrant ce bouquin, on se rend compte en fait qu'il y a beaucoup de choses derrière les mots, qu'il y a beaucoup de choses derrière les phrases. C'est un livre qui est très ancré dans notre période moderne. C'est autant dans le précédent, Anagramme renversante, avec Étienne Klein, le physicien. Nous étions dans l'infiniment petit, l'infiniment grand, l'espace. Et ici, dans la physique un peu quantique. Oui, voilà, complètement la physique quantique. Là, on est bien sur Terre, avec des fois des inquiétudes climatiques. Par exemple aussi, j'ai fait l'anagramme de la fonte des glaciers, ça donne la force des antigels. Est-ce qu'il y a un lien de cause à effet? Je ne sais pas, enfin, c'est ce que dit l'anagramme. Je ne dis pas que l'anagramme dit la vérité. D'ailleurs, la vérité, l'anagramme de la vérité, c'est relative. C'est relative, ah oui, d'accord. Oui, mais on se rend compte quand même qu'il y a une part de vérité. Quand on lit votre livre et qu'on... Oui, ça fait réfléchir. Oui, ça fait réfléchir en tout cas. Ça invite à la réflexion, c'est surprenant, c'est mystérieux. Et on a l'impression qu'on ne regarde plus les mots de la même façon, les phrases de la même façon. Nos noms, nos prénoms aussi. On se dit que ça peut aussi inspirer quelque chose. Oui, on a envie de dire c'était écrit des fois. Par exemple, pour prendre un sujet un peu plus dramatique, centrale nucléaire, ça donne le cancer et la ruine. Ça, c'était vrai bon, cet anagramme. C'est vrai qu'un peu refroidi. Et sur un mot, vous pouvez trouver plusieurs choses. Finalement, c'est vous qui trouvez cette poésie-là, mais on peut trouver d'autres assemblages de lettres qui forment notre mot. Je pense qu'à un moment donné, on décide de publier tel anagramme et pas d'autres, on prend les meilleurs. Mais j'ai toujours l'intuition qu'il y a une seule anagramme, celle qui est comme l'ombre et la lumière, qui est comme la face cachée du nom, qui recèle des secrets. On le sent parce qu'elle s'impose comme une vérité. Voilà. Comme une vérité, c'est vraiment ça. Par exemple, si je peux prendre un autre exemple, les précieuses ridicules, ça donne si épicières de leur cul. Et je ne sais pas, ça va tellement bien, ça leur colle tellement à la peau. Tout à fait. Voilà, en tout cas, on se rend compte avec vous que les mots ont presque un pouvoir de sorcellerie. Oui, tout à fait. C'est ça qui est tout à fait ce goût de l'énigme et puis de un univers à part et vous révélez leur sens. Voilà, je pense que vous révélez leur sens, c'est très intéressant. En tout cas, je vous le conseille comme cadeau de Noël parce que je pense que c'est joliment illustré. Un cadeau, c'est joliment illustré, c'est un univers magique et je pense que c'est un cadeau délicieux à offrir pour Noël. Anagramme à la folie, Jacques Perry-Salkov, Sylvain Tesson. Et le vôtre, au fait, Jacques Perry-Salkov? Hélas, j'ai un nom à coucher dehors, donc c'est pas très facile. Il n'y a que des anagrammes en anglais, mais par contre, en revanche, je peux vous donner, puisque c'est la période, l'anagramme de la mère Noël. Oui. Elle Ramon. Merci beaucoup, Jacques Perry-Salkov. Je rappelle que c'est aux éditions Les Équateurs. Voilà, très bien. Merci en tout cas d'être venu nous en parler. Je rappelle que vous êtes en dédicace à la boîte à livres dans quelques minutes. Donc on vous laissera filer à la fin de la première partie d'émission. À côté de vous, ce sportif, justement. Vous nous avez parlé du mot sportif tout à l'heure, Sébastien Lemot. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors vous allez nous parler d'un exploit, d'un record que vous avez envie de battre. Vous voulez parcourir la Manche en pirogue. 5 autres personnes, 5 autres sportifs vont vous accompagner. Alors tout d'abord, expliquez aussi quelque chose aux téléspectateurs. Vous avez un handicap, vous êtes malvoyant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout d'abord ce handicap ? Tout à fait. Donc, je suis malvoyant. C'est une maladie génétique que j'ai déclarée à l'âge de 17 ans et demi suite à un accident. Donc, j'ai perdu la quasi-totalité de ma vision centrale. Donc, je n'ai qu'une vision périphérique. En vision pure, ça représente 1/50.
quasiment rien. Voilà, ça ne m'empêche pas de vivre correctement tous les jours, de me déplacer. Le plus gros souci, c'est que je ne peux pas conduire et que j'ai beaucoup de mal avec la lumière, le soleil. Voilà, et ça ne vous empêche pas de réaliser des exploits. Vous êtes un sportif, vous venez du judo. Je viens du judo. Vous venez du judo, vous avez un palmarès assez impressionnant, champion de France de 97 jusqu'à 2007, donc chaque année. 3e championnat d'Europe en 99 en Autriche, je crois, individuel, vice-champion paralympique à Sydney à 2000. Enfin, la liste est vraiment longue, hein. Je pense qu'on ne va pas tout faire. Et là, vous vous décidez avec 5 autres sportifs, 5 amis peut-être, de parcourir la Manche. D'où vous est venue cette idée? Je suis breton, je suis né en Bretagne, donc la mer c'est ma culture en fait. Donc depuis tout petit, je suis bercé avec la culture de la mer. Je pratiquais déjà le kayak et tout ça. Et puis quand j'ai stoppé ma carrière de judoka, j'ai découvert le stand-up paddle. Donc on est debout sur une planche, on rame. Alors ça c'est la mode en ce moment, hein, le stand-up paddle. C'est la mode, mais ça remonte déjà à quelques années. Et puis sur Brest, j'ai eu la chance de découvrir un ancien de la région de Tours qui s'appelle Amaury Dormet et qui pratique le stand-up et qui m'a fait découvrir la pirogue. Et par son biais, j'ai rencontré des Tahitiens, la culture, où là-bas la pirogue est vraiment une institution et tout petit, déjà c'est un moyen de locomotion là-bas. Et puis voilà, en discutant avec eux, voilà, ça a germé. Et puis cet été, on a lancé le projet. Alors concrètement, comment vous vous préparez à ça? Quel est le but? C'est parcourir, je crois, en moins de 9 heures? Voilà, il y a 92 km à peu près. Donc on ne va pas attendre le calme plat, on va partir au mois de mars pour avoir vraiment des vents très très forts. Le moment parfait. Voilà, on va avoir des vents de 80 km/h, 70-80 km/h. De la houle, des vagues. Pourquoi? Parce qu'une pirogue, ça surfe. On atteint des vitesses assez phénoménales quand on prend des bonnes vagues et quand on a le vent dans le dos. Donc j'imagine que les sensations sont particulièrement fortes. C'est extraordinaire. On n'a pas l'impression comme ça quand on voit de la plage, quand on regarde, mais on atteint des vitesses et on a des sensations extraordinaires, quoi. C'est un petit peu comme un surf, mais à 6 places, quoi. Et vous êtes aussi président de Handivision Sport Événements. Tout à fait. Vous organisez l'événement grâce à ça. Le handicap, c'est quelque chose qui vous pousse plus fort à réaliser ces exploits-là, ou alors ça fait partie de la vie et on devrait vous regarder comme n'importe quel sportif? Ça fait partie de la vie. Moi, ça me gêne en fait depuis que je suis atteint, parce qu'on a tendance à nous regarder un petit peu différemment et relativiser un petit peu tout ce qu'on fait. Et plus le voir avec l'œil de la pitié, oh le pauvre, c'est bien ce qu'il fait, il est courageux. Non, on n'est pas courageux, on est des sportifs, on a une passion, on vit notre passion à plein temps, à 100 à l'heure. Mais il y a quand même un dépassement de soi qui est peut-être aussi plus fort chez les personnes qui ont un handicap dans la vie. Ouais, quelque part on a besoin de prouver aux gens qu'on est là, qu'on existe et qu'on peut faire des choses comme eux. Et tous les jours, ça nous pousse à aller, à se dépasser. Et c'est ce qui nous pousse à repousser le handicap aussi, parce que quand on atteint d'un handicap, soit on se bat, soit on arrive à vaincre le handicap, et soit on subit le handicap. Et là, on s'enterre, on reste à la maison, on ne bouge plus, on n'a plus de vie sociale. Et ça, c'est pas bon. Donc il faut se bouger, il faut aller de l'avant, il faut avoir des projets, parce que c'est ce qui fait vivre. Voilà, il y a une expression qui me plaît bien, et il ne faut pas rêver sa vie, il faut vivre ses rêves. Exactement. Et voilà, c'est ce qu'on est en train de faire. Il y aurait peut-être un anagramme intéressant à avoir avec cette expression. Tout à fait, oui, je pense. Je pense que ce serait intéressant. Une autre commande, Jacques Berry-Selkov. C'est noté, je prends vos commandes. Ou alors ils ne savaient pas que c'était impossible, ils l'ont fait, celle de Mark Twain. Ça, je crois que ça vous ressemble bien. Dans un instant, justement, on va retrouver Bintili qui va vous parler de votre sélection musicale. Vous avez vu ensemble le divan musical, ça, je trouve ça super dans cette émission. Gentil, on va essayer de l'analyser. Voilà, exactement. On se retrouve dans une petite courte page de publicité. À tout de suite.